Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Croyez-vous que le coronavirus s'est échappé d'un laboratoire militaire? Pensez-vous que les vaccins contiennent des micropuces destinées à nous espionner? Êtes-vous convaincu que tous les médias, quels qu'ils soient, vous mentent à tout moment? Alors vous êtes probablement atteint par les théories du complot. Avec Internet, elles prolifèrent et elles semblent n'avoir pas de limite, comme l'a montré la crise du coronavirus. Je vous propose de porter un regard chrétien sur la question. Depuis des siècles, en effet, la théologie nous apprend à distinguer les régimes de vérité, tout en nous encourageant à chérir la quête de la vérité. Est-ce que l'ère des fake news, de la fausse vérité, change quelque chose? La morale, quant à elle, nous apprend à faire la vérité en nous. Est-il donc immoral d'être conspirationniste? Pour le savoir, deux invités. Monsieur Michel Boyancé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes le doyen de l'Institut de philosophie et de psychologie comparée. Et puis Monsieur Camille Riquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris et vous êtes même le vice-recteur à la recherche de ce même Institut catholique de Paris. Alors, j'ai parlé de vérité, de mensonges, de fake news, etc. Il faut peut-être faire un petit peu de distinction conceptuelle, comme on disait en philosophie. Est-ce que vous faites une distinction entre, par exemple, le mensonge, le bobard, le complot et la fake news? Est-ce que pour vous, c'est des choses différentes ou est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est pas du tout la même chose. En fait, quand on dit fake news, l'expression est récente, on désigne une nouvelle, donc une information ponctuelle, qui est fausse. Par exemple, les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Donc, on est dans le fait. Et un fait qui est diffusé de manière fausse et trompeuse. Deuxième niveau, le niveau de l'intention. Pourquoi y a-t-il une fake news? Alors, quand on parle de vérité, il faut tout de suite dire que le contraire de la vérité, c'est la fausseté et c'est le mensonge. Oui. Et le mensonge est une vieille tradition humaine. D'ailleurs, on parle du diable comme étant le père du mensonge. Et si Jésus dit qu'il est la vérité, c'est parce que, justement, il y a du mensonge. Donc là, on est dans l'intention. Et puis, quand on parle du complot, on parle d'autre chose encore. On parle d'un mensonge, mais qui est mu par une intention perverse de prendre le pouvoir, de discréditer, donc un petit groupe qui complote. Et puis quand on parle de conspiration, c'est un peu la même chose que le complot, c'est aussi un niveau comme le complot d'intention politique malfaisante, ou peut-être pas malfaisante, puisque quand on vend des voitures, peut-être que Renault va comploter contre Peugeot pour vendre le meilleur modèle. Donc il y a besoin de clarification, il y a besoin de distinction. Il faut surtout ne pas mélanger tout, parce que le risque est alors effectivement que tout est possible dans l'ordre des fausses nouvelles. Le contraire de tout ça, c'est la vérité. Il y aurait une multiplicité d'anti-vérités et il y a une seule vérité. On oppose à l'unité de la vérité, oui, la multiplicité du faux. Donc les distinctions, effectivement, sont nécessaires. Peut-être qu'avec ces dernières années, on a creusé peut-être un étage supplémentaire avec l'idée, justement, de fake news. C'est-à-dire que désormais, ce n'est pas, justement, les théories qui seraient mensongères, mais même les faits qu'on arrive même à démentir. Hannah Arendt distinguait justement entre les faits et les vérités de faits. Avant, c'était l'amnide, c'est les vérités de raison. Et désormais, d'une certaine manière, on en arrive à contester les faits eux-mêmes sur lesquels, normalement, la discussion peut s'établir. C'est-à-dire qu'une démocratie n'est possible que lorsqu'on s'accorde tous sur la réalité des faits qu'on nous présente. Or, aujourd'hui, ce qui est justement devenu même problématique, y compris pour la démocratie, c'est que les faits eux-mêmes en viennent à être suspectés ou à être contestés. Quel exemple de fait vous pouvez donner, par exemple, dans une vie démocratique, sur lequel personne ne devrait revenir? Par exemple, que les Américains aient marché sur la Lune, ou qu'à l'investiture de la présidence de Donald Trump, il n'y ait pas eu autant de monde qu'il le disait lui-même. Parce que c'est à ce moment-là que c'était, je crois, son ambassadrice a dit, oui, c'est un fait alternatif. C'est-à-dire qu'au fond, face à l'évidence, parce que la caméra était là pour montrer le peu de gens qu'il y avait, a été inventée cette possibilité qu'il y ait des faits alternatifs aux faits réels. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus discuter, ou qu'on ne peut plus s'entendre. En tout cas, la discussion devient difficile, puisqu'on ne s'accorde pas sur la base. À partir de quoi, justement, on peut discuter. C'est aussi notre faute, les philosophes et nos sociétés occidentales.
Bon, on a parlé de la modernité, puis de la postmodernité. Et puis, il y a un concept qui est apparu il y a quelques années, qui s'est installé d'ailleurs dans le dictionnaire d'Oxford en 2016, c'est la post-vérité. Alors, la post-vérité, c'est très intéressant. C'est de dire que, de toute façon, la vérité est impossible, il n'y a pas de vérité, il reste que des faits. Oui, mais les faits eux-mêmes sont sujets à interprétation, ils sont sujets à représentation. Donc, on n'a même plus à dire que le fait est un fait objectif, puisqu'on sait bien que quand quelqu'un regarde un événement, il y a plusieurs manières de se le représenter. Et ce qui explique que beaucoup de personnes disent « mais la politique, ça devient de la communication ». C'est-à-dire on a un fait, mais un fait qui est tellement réinterprété par des outils de communication que le fait lui-même disparaît. Donc, qu'est-ce qui reste ? Mais il reste pas grand-chose. Et je crois que les philosophes, en abandonnant la vérité, la recherche de la vérité, la recherche du bien, du bon, un bon médecin, un bon médicament, une maladie, c'est par rapport à la santé, peu à peu, on s'est laissé gagner à cette question de la post-vérité où rien n'existe vraiment en dehors des représentations que l'on se fait. Et une représentation, ça se manipule, ça se travaille par l'image, par les médias. Et donc, la fake news est arrivée en même temps que la post-vérité. Ce qui est très révélateur, puisque s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge. Donc, je ne mens pas. Je donne un autre fait qui est pour moi un fait réel. On crée l'événement, les médias créent l'événement. On crée un événement, on le montre en épingle alors qu'il est très mineur. D'autres événements, on le montre pas en épingle, donc il devient très très mineur. On n'en parle pas. Et donc, on crée la vérité. Et je pense que nos sociétés démocratiques n'ont pas réalisé, si vous voulez, qu'il y a une sorte de mécanisme qui s'installe, qui fait qu'effectivement, sur quoi se mettre d'accord. S'il n'y a même plus de faits, tout est affaire de subjectivité. Je vais quand même défendre le côté postmoderne. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que, par exemple, dans l'histoire ou dans les sciences humaines, c'est vrai qu'on ne peut pas atteindre une vérité, une objectivité totale, etc. Alors, je veux dire, il faut quand même... Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais il y a plusieurs niveaux de vérité. Reprenons Karl Popper sur le fait que la science ne donne pas la vérité, mais en tout cas, elle donne une hypothèse, une théorie qui n'est pas falsifiable. C'est-à-dire il faut montrer qu'elle n'est pas fausse, mais on ne peut pas dire qu'elle est vraie. C'est très intéressant. D'ailleurs, en médecine, c'est le cas aussi. Autrement dit, il y a des outils pour travailler, entre guillemets, la vérité. Par contre, ce qui me semble dommageable, c'est... vous savez, on parle souvent en éthique du bien comme visée. Eh bien, dans la vie humaine en général, il faut avoir comme visée la vérité. Il faut viser la vérité. Il faut viser que ce que je dis de vous est vrai. Sinon, je vous calomnie ou je médis. Et si je ne cherche pas à dire la vérité, à comprendre la vérité, à comprendre les choses telles qu'elles sont et à dire le vrai, à soi, tout est possible. Et c'est là où je pense qu'on s'est laissé prendre par cette espèce de dire chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Bon, c'est très beau au sens où on accueille tout, oui, mais à un moment donné, si on ne vise plus le vrai, on ne sait même plus si ce qu'on dit est vrai ou faux, et on ne sait même plus si on ment pas. Puisque la sincérité, étant dans l'instant présent, je peux être sincèrement pris par le fait qu'effectivement, il y avait du monde, mais en fait, non, il n'y avait pas de monde, mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui est important. Oui. D'accord, vous voulez dire qu'on a eu raison peut-être d'interroger les régimes de vérité, etc., mais on n'aurait jamais dû abandonner la quête de la vérité, la recherche de la vérité. Bien sûr, à tout instant, à tout moment et dans toute science. Après, vous avez des sciences qui ont un concept de vérité très différent les unes des autres. Outre les mathématiques, les sciences physico-mathématiques, les sciences humaines, et dans les sciences humaines, il y a aussi beaucoup de différences. Donc, il n'y a pas la vérité avec un grand V. Il y a peut-être des vérités approchées, où on approche la réalité. Mais dans l'intention subjective de l'intelligence humaine, si on abandonne l'intention du vrai, là, effectivement, tout est possible. Vous êtes d'accord, Camille Riquier, vous avez abandonné la quête de la vérité ? En tout cas, il faut la regagner, mais je suis assez d'accord. Ce qui a changé, c'est simplement la visée du vrai. Ce qui est apparu avec cette ère de la post-vérité, parce qu'effectivement, ça a été élu le mot de l'année par les dictionnaires d'Oxford en 2016. Et on avait consacré dans la revue Esprit tout un numéro aux fragiles vérités. C'est non pas tant que la vérité est disparue,
que la vérité soit devenue une option parmi d'autres. Ça veut dire qu'on peut, au fond, par rapport à la vérité aussi, lui opposer d'autres possibilités peut-être plus attrayantes. Donc voilà, la vérité n'est plus la visée primordiale. C'est plus une valeur, vous voulez dire? Alors, d'une certaine manière, voilà, si on parle en termes nietzschéens, ce n'est plus une valeur absolue. Elle succède au fond à la mort de Dieu. Nietzsche nous avait prédit que tout ce qui était jusqu'ici accroché à Dieu comme autant d'attributs finirait par dépérir. Et bien, c'est peut-être le cas aujourd'hui avec la vérité elle-même, qui désormais n'est plus absolue comme nous le croyons. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est pas aussi, alors il y a le mouvement de l'histoire des idées, de la pensée, mais est-ce que c'est pas aussi une revendication sociale liée peut-être à des impérialismes ou à des mandarinismes, enfin je ne sais pas comment on disait autrefois, sur des gens qui qui ont contrôlé la vérité et donc avec Internet, une sorte de démocratisation de la vérité. Est-ce qu'il faut y voir forcément des intentions malignes et peut-être de manière plus provocatrice, est-ce que vous ne donnez pas aux philosophes que vous êtes un peu trop d'importance dans la société dans laquelle nous vivons? On donne trop d'importance aux philosophes, c'est oui, ça? En disant c'est nous qui avons abandonné la vérité, etc. Ah oui, Est-ce que vous croyez que le monde s'en... Alors quand je dis nous, c'est pas forcément nous les philosophes, Oui. C'est nous aussi les philosophes, mais c'est nous, veut dire les démocrates au sens large du terme, c'est-à-dire que on a mis en avant des valeurs comme la liberté et l'égalité, c'est très bien. Sauf que la valeur, on sait bien philosophiquement, c'est un peu vide. Il faut donner un contenu à la valeur, puisque les choses valent ce que j'ai envie qu'elles valent. Donc, si les choses valent, et c'est par rapport à mon désir est très subjectif. Donc, il faut aller au-delà de la valeur pour rendre compte d'un objectif concret. Qu'est-ce qui vaut? La vie humaine, ça vaut, mais ça vaut quoi? Et ça vaut à quel moment de la vie, à quel moment de la maladie? Enfin, il faut rentrer dans le concret. Moi, je pense qu'on a été grisé par les valeurs démocratiques. De bonne loi, l'émancipation, bien sûr, des individus. Il y a un ouvrage qui vient de paraître de Taguieff sur l'émancipation promise. Et j'aime bien sa pensée, Pierre-André Taguieff. Et il met l'accent, à mon avis, il ne répond pas tout à fait, mais il pose bien le problème, il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il pose le problème, à savoir que l'émancipation promise, un peu comme la terre promise, aujourd'hui arrive à un point où on veut s'émanciper de tout et de n'importe quoi. Et il termine son ouvrage en disant il faut chercher la vérité et le bien commun. Alors, en tant que philosophe, on peut dire j'ai la vérité et je sais ce que c'est que le bien commun, mais outre le désir de s'émanciper de tout, y compris du vrai et donc du faux et donc du mensonge et donc de tout ce qui peut entraver ma liberté. Autre est de me dire je m'émancipe, mais je m'émancipe dans un discernement pour savoir si mon émancipation, elle ne va pas nuire aux autres et si elle ne va pas en fait occulter ce désir de vérité et ce désir du bien. Je pense que c'est surtout ça, si vous voulez. Alors nous, les philosophes, on est responsables parce qu'on s'est amusé à déconstruire tout, à des grandes déconstructions, la mise en lumière du biopouvoir, la mise en lumière des stéréotypes, ce qui est très très juste, c'est très intéressant. Mais quand on déconstruit tout, à un moment donné, il faut reconstruire. Et c'est là où effectivement la vérité est importante, comme objectif, comme intention profonde, comme droiture du cœur, je dirais. Là, on est bien sûr aussi dans les valeurs chrétiennes, mais indépendamment des valeurs chrétiennes, il y a ce sens que les Grecs avaient, du bien, du vrai, du beau. Enfin, voilà, on répète des choses assez connues, au moins dans l'intention profonde. Parce que sinon, on peut manipuler les autres, on peut se laisser manipuler. Et effectivement, les fake news, c'est... si elles sont ennuyeuses, les fake news, c'est parce qu'elles sont objets de manipulation, en fait. Ça, on va y revenir. Voilà, après qu'il y ait des fausses nouvelles, ça arrive, on peut se tromper. On peut faire des erreurs, oui. Voilà. Mais c'est pas une fake news. C'est juste une bêtise. Une erreur. Errare humanum est. Vous êtes d'accord avec cette idée que c'est pas, propager des fake news, c'est pas forcément affirmer sa liberté et sa volonté d'émancipation? Il y a plein de raisons d'en propager. C'est vrai que l'intention n'est pas toujours la même. Oui. Elle peut être aussi pour des simples visées commerciales. Vous savez qu'une fake news circule plus vite sur Internet qu'une vraie. Elle est plus attrayante. C'est le buzz. Et donc on sait très bien qu'en accrochant à une fake news un produit ou quelque chose, voilà, on attire le regard. Parce que désormais, justement, ce qui est devenu rare dans nos sociétés d'abondance, c'est l'attention des consommateurs.
Donc la fake news aussi peut remplir cet office. Donc il y a plein d'autres raisons. Alors peut-être que la vérité est éternelle, mais en même temps, elle se rapporte toujours à l'histoire et à la manière dont on la reçoit. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on ne pourrait pas dire, par exemple, que les États sont là pour contrôler la vérité, mentir au peuple, cacher la vérité, voilà, qui ne doit pas être dite, parce que d'une certaine manière, maintenant, l'objectif est différent. Au lieu de cacher cette vérité, on va propager plein d'autres vérités possibles. On va la noyer dans d'autres opinions, de telle manière qui va rendre impossible de discerner laquelle de toutes ces vérités est la bonne. Vous voyez, c'est une autre manière complètement de se rapporter à la vérité. On n'est plus dans les régimes totalitaires où, au contraire, il s'agissait de contrôler les médias, vous voyez, pour empêcher la vérité de se diffuser. Désormais, on va la diffuser, mais on va la répandre avec tellement d'autres informations qu'on va s'y noyer. Et c'est ça aussi qui change. Donc, pour bien vous comprendre, est-ce que vous pensez que les États peuvent propager des fake news ? Non, je dis parce que on peut supposer tout si de même vous ouvrez qu'au n'importe XXe quel, siècle, les régimes totalitaires, en tout cas, avaient d'avoir contrôlé la vérité, ce désir de contrôle. Et même de la manipuler. Et de manipulation. Oui. Et je ne pense pas, d'ailleurs, alors même que fleurissent aujourd'hui les théories du complot, qu'il y ait des vrais comploteurs. Parce que d'une certaine manière, nous sommes tous noyés dans une somme pléthorique d'informations. Et que d'une certaine manière, c'est cela même qui nous déborde, qui nous dépasse et qui déstabilise notre propre rapport à la vérité. Ouais. Nous savons trop de choses, d'une certaine manière. Nous avons un rapport à trop d'informations pour pouvoir les contrôler et les maîtriser. Il y a quand même... alors, certains travaux... il y a eu bien sûr les grands totalitarismes du XXe siècle, qu'Hannah Arendt a très bien travaillé et développé. Et puis, on se disait dans les années 50-60, on est sorti du totalitarisme grâce à la démocratie. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des dérives possibles totalitaires des démocraties. Oui. C'est-à-dire qu'il faut gouverner et il faut bien qu'il y ait une cohésion. Il faut bien qu'il y ait un consensus sur les grands fondamentaux qui permettent à un pays de se structurer. De manière peut-être non intentionnelle, je ne dis pas que c'est intentionnel au sens de faire le mal, parce que je sais que c'est mal et je le fais quand même, voilà. Mais il faut bien qu'on trouve une cohésion, qu'on trouve un politiquement correct. Et donc, il faut bien qu'on pense tous la même chose. Et donc, la tentation est très forte. On le voit aujourd'hui quand même sur des sujets. Bon, je pense au sujet de bioéthique. Ici, à KTO, vous avez une réflexion un peu libre sur la bioéthique, qui n'est pas forcément tout à fait la doxa dominante. Et d'ailleurs, c'est pas évident de la maintenir. Et donc, c'est pas évident. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les écoles, les collèges et les lycées ? On voit de plus en plus, avec de bonnes intentions. Quand Pierre-André Taguieff fait son travail sur l'émancipation promise, c'est une bonne intention, l'émancipation. C'est un peu messianique, d'ailleurs, c'est même tout à fait messianique. L'émancipation, la société d'émancipation, comme un horizon des démocraties. Et s'il commence à se dire, mais attendez, là, ça va trop loin, il faut en fait peut-être, à la place de l'auto-émancipation, faire de l'auto-limitation. Il faut bien que mon désir soit limité par quelque chose qui va le réguler. Sinon, mon désir va l'emporter. Et pour prendre le sujet de la bioéthique, on voit bien qu'il y a une tentation des États démocratiques d'imposer une vision, une norme sur les questions bioéthiques. D'ailleurs, l'Église catholique elle-même, avec son vieux patrimoine intellectuel et culturel sur le sujet, dit des choses un peu différentes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les démocraties libérales ne sont pas à l'abri de subtiles dérives totalitaires, parce que s'il n'y a plus de vérité, il n'y a que le consensus, mais on sait bien que le consensus ne fait pas la vérité. C'est peut-être qu'il faut qu'il y ait un consensus sur ce qui est vrai, plutôt que de dire parce qu'il y a un consensus, c'est vrai. Et un consensus, ça se travaille aussi, ça se crée. Donc, je pense qu'on est tous renvoyés à notre responsabilité, que ce soit les philosophes, les enseignants, les chercheurs, les journalistes, les chrétiens, les croyants, pour redonner toujours ce sens, d'aller voir au-delà du décor médiatico-politique officiel, la réalité des choses, la vérité des faits, les thèses en présence. Ce qui me frappe beaucoup depuis quelques années, c'est à quel point le débat politico-médiatique, on va dire, devient binaire.
Il y a les pros, les anti, les phobes, les fils. Dès qu'il y a un sujet un peu gênant, on crée une polémique. Tout de suite, il y a des camps. Enfin, le philosophe, il ne peut pas rentrer. Le philosophe ou l'homme Un peu normal, intelligent. voilà, ne peut pas rentrer dans cette démarche-là. La binarité frontale, vous voyez ce que je veux dire. L'exclusion, les fake news, le complot, c'est une formidable machine à exclure l'autre, puisqu'il il est complotiste ou il est conspirationniste ou il donne des fake news. Donc on a chacun sa fake news dans tous les sens, si vous voulez. Donc il faut revenir, je pense, à des méthodes intellectuelles un peu rigoureuses et puis se dégager de cette médiatisation ultra rapide qui fait qu'on caricature les positions et qu'on crée ce que notre président a bien compris quand il disait en même temps. Il faut nuancer le en même temps, mais en tout cas, les opinions binaires contradictoires me semblent très, très, très ennuyeuses pour la cohésion sociale et la pensée. Rémi Riquier, vous êtes d'accord? La vérité, ça commence peut-être justement à deux, avec un accord que l'on cherche hors de soi. Oui, je suis d'accord. C'est que probablement Internet, sans être la cause de ce changement de régime, malgré tout, a accéléré beaucoup cette transition, ne serait-ce que dans la rapidité avec laquelle maintenant les informations circulent. Il est difficile maintenant de les vérifier. Ça veut dire qu'il est difficile désormais de pouvoir user comme avant des mêmes instruments critiques. Nous sommes de plus en plus démunis par rapport aux vérités qu'on nous présente. Donc, d'une certaine manière, cette raison critique qui nous a été forgée pendant 3 siècles, et bien d'une certaine manière, désormais, nous en manquons. Moi, je suis frappé par cela, par ce fait d'être démuni par rapport à ces vérités qu'on nous propose. Et pendant le confinement, je vous avoue que chaque jour, une vérité m'était donnée, à laquelle je croyais fermement, pour en changer le lendemain, parce que c'était une autre qui m'était présentée. Et je n'avais aucune arme, aucun moyen de pouvoir les vérifier véritablement. Oui. Et c'est ça, au fond, qui aussi me perturbe. Du coup, on va arriver à la question de comment est-ce qu'on peut sortir de cet état de perturbation. Est-ce que, vous avez dit quelque chose de très important, on n'a finalement pas de moyens de vérifier tout. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il faut recréer des institutions, j'allais dire même intellectuelles, des dictionnaires, des choses qui sont censées dire la vérité? Ou est-ce qu'il faut être plutôt dans quelque chose d'un peu plus méthodologique, en essayant de se dire, il faut croiser, vous savez, un peu comme on raconte ça aux journalistes. Ou est-ce qu'il faut faire les deux? En tout cas, il faut réinventer de nouvelles méthodologies, parce que ce qui a été sapé, malgré tout là, c'est la confiance que nous faisons les uns les autres. Ces théories du complot, ça montre aussi une certaine défiance par rapport à ce que nous dit l'autre, puisque désormais, tout peut être dit. Et cette confiance, c'est quand même la base de toute société. Nous ne pouvons pas vérifier chacune des informations qui nous sont données. Comme le dit William James, nous vivons à crédit. La vérité vit à crédit. Nous pouvons nous occuper, être compétents sur quelques vérités, chacun a ses spécialités, mais pour le reste, nous faisons confiance aux autres. Sitôt que nous cessons de faire confiance, alors, d'une certaine manière, c'est la vérité elle-même qui est ébranlée, une suspicion généralisée s'impose et une impossibilité de pouvoir, en quelque sorte, y faire face avec des instruments critiques suffisants. Donc en fait, vous êtes en train de déplacer du côté de l'éthique aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème éthique derrière. C'est-à-dire que je ne vous fais plus confiance, et donc je suis en train de dire, là, depuis 3 minutes, qu'Ami Riquier me balance ses fake news habituelles, et Michel Boyancé va me les balancer, et de toute façon, je n'ai aucune... Et vous aussi... ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Mais, et surtout, je n'ai aucun... Enfin, ce qui fait que je vous écoute, c'est parce que j'ai confiance en ce que vous avez dit, au fait que vous êtes quelqu'un d'intelligent et que je crois ce que vous... Enfin, je crois. Je fais au moins, comme vous dites, un crédit à ce que vous dites. Absolument, c'est que la vérité est précédée par cette bienveillance, ce crédit qui nous est fait, cette confiance, oui. Sans quoi même l'enseignement ne serait pas possible. Oui. C'est-à-dire une certaine autorité par rapport à la parole du maître. Pour peu que je la conteste d'emblée, je
vérifierai sur Internet, je contesterai ce qui m'a été dit, bref, je serai dans un régime de suspicion. Et c'est quand même cela même qui peut se constater ici ou là, désormais. Donc oui, c'est cette confiance préalable qui permet d'abord cette discussion, cette vérité qu'on a en commun. Vous ne leur permettez pas ça à vos étudiants à l'IPC? Si, au contraire. Je remonterai plus loin qu'il y a 300 ans, je remonterai au dialogue de Platon. C'est-à-dire, et au sort de Socrate. L'histoire se répète un petit peu, c'est-à-dire que Socrate a inauguré une manière de dialoguer avec les jeunes de son temps, les penseurs, qui est une manière très honnête, très droite de chercher la vérité. C'est pour ça que plutôt que de proposer des vérités, c'est très dangereux en fait quand on dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Il faut mettre en route, notamment les jeunes bien sûr, dans cette ouverture à tous les champs possibles de la réflexion humaine et des sciences, en montrant que chaque science a son point de vue, que chaque groupe humain aussi a sa manière de raisonner. Les Chinois ne pensent pas la même chose que nous. Il ne faut pas pour autant les diaboliser dans des théories du complot, parce que en ce moment, tout le monde complote contre tout le monde. Hein. Les Américains contre les Chinois, les Chinois contre les Américains, les Français contre l'Europe, l'Europe contre les Français. Enfin, ça part en tous les sens. Parce qu'effectivement, on est un peu perdu, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, revenir aux fondamentaux, et c'est une question d'éducation. D'apprendre à lire les médias aussi. Hein. Il y a des travaux, d'ailleurs, des ateliers qui sont en place dans les écoles là-dessus, qu'il faut manier avec prudence parce que c'est très important aussi. Et puis, je dirais que fondamentalement, on est un peu responsable, que je le disais, c'est-à-dire on a perdu confiance dans la capacité de l'être humain à chercher et peut-être à dire quelque part la vérité. Je prends un exemple qui relève d'une approche sociologique des choses. On parlait de la déconstruction. Bon, j'ai pas mal travaillé tout ce qui est stéréotypes, tout ce qui est biais cognitifs, hein, qui sont travaillés par les sciences cognitives et les psychologues sociaux. En fait, c'est des outils extrêmement intéressants, mais on va dire, chacun, on a notre biais cognitif, donc on peut pas se parler. On a chacun nos stéréotypes, chacun notre point de vue, chacun notre lieu de domination. Hein, nous n'oublions pas les grandes philosophies politiques du 19e, du 20e siècle, qui mettaient les camps. Hein. Si vous êtes bourgeoise, vous êtes forcément contre les prolétaires. Si vous êtes prolétaire, il faut vous battre contre les bourgeois. Et tout est figé en rapport de domination, en fait. En rapport de contradiction, même, au sens dialectique du terme. Et c'est très ennuyeux, parce qu'à ce moment-là, je ne vous écoute plus, vous, en tant que personne. Je vous mets dans une posture sociologique. Et on voit bien aujourd'hui que tout le monde a sa posture sociologique. Vous voyez, les croyants contre les non-croyants, les chrétiens contre les athées. On s'en sort plus, si vous voulez. Et je pense que la vieille histoire de la longue tradition de la philosophie, hein, qui remonte aux Grecs, voilà, et puis bien sûr à la lumière de la foi chrétienne, permet sans doute de revenir à des fondamentaux pour éviter de se perdre dans ces anathèmes permanents réciproques, si vous voulez, où chacun a la fake news de l'autre. Vous voyez. Donc il y a quelque chose de culturel, de profond dont il faut qu'on se ressaisisse pour peu à peu prendre du recul et se libérer, et puis aller voir les gens, parce que nous, on travaille beaucoup, bien sûr, avec des chercheurs. 90% des chercheurs, 95%, 98% sont des gens honnêtes. Après, il y en a quelques-uns qui veulent la notoriété, qui peuvent traficoter les données, qui peuvent avoir de l'ambition politique aussi. Hein. Mais les gens sont fondamentalement honnêtes. Alors qu'on est en train de se dire qu'on est tous malhonnêtes, en fait. Oui, on est en train de construire une image du monde dans lequel tout le monde est malhonnête. Oui. Alors, justement, pour d'ailleurs aller contre cette image, c'est pas sûr d'ailleurs que nous rentrons dans une nouvelle ère. Et il ne s'agit pas non plus de diaboliser Internet. Enfin, dans le livre que j'ai publié il y a peu, juste avant le confinement, nous ne savons plus croire. Nous ne savons plus croire. Bon, et savoir, je pourrais rajouter. J'essaye de faire un parallèle entre notre temps, notre siècle, et le 16e. Il y a beaucoup de similitudes. Alors évidemment, il y a beaucoup de différences également, mais on apprend beaucoup. Le 16e a été un siècle où les superstitions sont revenues de façon assez impressionnante. La croyance au miracle, aux superstitions, etc. Mais d'une certaine manière, parce que c'était aussi un changement, c'était une époque de grands changements qui venait aussi avec la naissance de l'imprimerie. Là aussi, avec la naissance de l'imprimerie, la vérité n'était plus en possession de certains, les prêtres.
D'où la contestation possible. D'où tout d'un coup la vérité menacée, puisqu'elle était relativisée, démultipliée d'une certaine manière. Et donc, les croyances pouvaient revenir. Et bien, de la même manière, Internet court-circuite les anciennes institutions d'autorité qui étaient dépositaires d'un certain savoir, et l'université en fait partie. Ça, c'est clair. Oui. C'est-à-dire que nous sommes les nouveaux prêtres qui sommes contestés en tant que possesseurs de la vérité. Mais c'est l'instrument qu'il s'agit de maîtriser. C'est-à-dire que c'est simplement un moment de déphasage où nous avons un instrument extrêmement puissant, comme était la diffusion des livres à l'époque, et comme l'est désormais Internet, qu'il s'agit simplement de manier. C'est pour ça qu'il s'agit de se recréer des outils. Ce n'est pas Internet qui est diabolique, loin de là. C'est simplement que nous sommes devenus, d'une certaine manière, bêtes par rapport à cette puissance qui nous est offerte, et qu'il s'agit simplement de maîtriser. Donc il y a, et c'est en tout cas c'est mon espérance, un temps simplement de désajustement qu'il s'agit de réduire progressivement et apprendre à maîtriser cette machine, parce que d'une certaine manière, on va devoir composer avec. Progressivement, si vous prenez l'exemple de votre XVIe siècle, les sorcières, c'est une invention de cette époque-là, hein, la chasse aux sorcières. Il a fallu, jusqu'au XVIIIe, on est parti pour 2 siècles de fake news. Ça prend du temps. Et d'autant plus que cette invention d'Internet, à mon avis, implique une révolution encore plus grande. Et c'est là d'ailleurs que la comparaison s'arrête. Une révolution beaucoup plus grande que l'imprimerie elle-même, à mon avis. Dans la manière dont elle redéploie, dont elle désorganise nos propres facultés. C'est sans doute comparable. Ouais. Ouais. La révolution de Gutenberg, aujourd'hui, c'est comparable à cette révolution. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que justement vous prenez Révolution Gutenberg, moi je me souviens, il y a ça prouve d'ailleurs que je commence à vieillir, on nous annonçait justement après l'an 2000 ou 2010 effectivement des problèmes cognitifs, des choses comme ça, mais on ne nous annonçait pas la chasse aux sorcières. Alors qu'en fait, ce que nous avons, c'est la chasse aux sorcières que nous avons là. Enfin, quand je dis la chasse aux sorcières, c'est ce que vous voulez dire, c'est l'irruption de l'irrationalité au cœur même d'une société qui pense la rationalité. On pensait y avoir mis complètement fin, oui. Comme la peste, comme les épidémies. Pourquoi ça nous a autant déstabilisés ? Parce que d'une certaine manière, nous pensions que ça appartenait à un temps moyenâgeux. Tout nous revient en boomerang. Les superstitions, les croyances, les théories complotistes, comme justement les épidémies et tout ce qui est généré de peur par les épidémies. Donc c'est tout à fait étonnant que malgré que le décor ait changé, nous retrouvons quand même quelques pièces de comparaison, mais en même temps qui peut nous instruire. Alors Michel Boyancé, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos téléspectateurs pour distinguer le vrai du faux ou pour, disons, apprendre à se méfier ou à faire le tri dans les news et les fausses, les fake news? Alors moi je dirais fondamentalement il faut avoir confiance dans l'intelligence humaine. Oui. Et dans la possibilité pour l'intelligence humaine de dire le vrai ou le faux. Voilà, je ne dis pas que c'est réalisable toujours, mais c'est en tout état de cause une confiance à avoir. Redonner confiance à l'intelligence pour chercher la vérité et pour éviter de dire ce qui est faux et de mentir. Voilà. D'ailleurs, à un enfant, on lui apprend à pas mentir. Et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à un adulte à pas mentir ? Et on ne lui raconte pas des bêtises consciemment. Et voilà. C'est ça aussi qui est important. Je prendrais une vieille définition de la vérité qui est un peu scolastique, mais qui me semble tout à fait intéressante. C'est la vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est une relation, en fait, entre l'intelligence et la chose. Donc c'est l'adéquation entre l'intelligence et la chose. La chose au sens large, pas au sens, bien sûr, de l'objet chosifié, mais la réalité, la reste. Voilà. Si je cherche à vous connaître, je cherche à rejoindre un peu ce que vous êtes, modestement. Et donc, ce que je vais dire de vous, il faut que ça soit aussi conforme que possible à ce que vous êtes. Je ne vais pas vous calomnier, médire. Et donc, la vérité, c'est pas une chose qui existe. C'est pas quelque chose que j'ai la vérité. C'est mon intelligence et l'intelligence du cœur qui s'efforce de rendre compte de la réalité et de formuler ça de telle manière que je puisse dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, il faut être très modeste devant la vérité au sens philosophique. Et puis après, vous avez des méthodes philosophiques, des méthodes scientifiques, des méthodes d'observation, des méthodes de description, des méthodes d'hypothèse, des méthodes de théorisation qui vont nous aider à nous approcher des choses. Donc, il faut être très humble devant la vérité. Et en même temps, je ne dis pas qu'il faut y croire,
mais un peu, il faut avoir confiance. Il y a une sorte de foi naturelle, de confiance dans l'esprit humain. Sinon, à ce moment-là, c'est la jungle. Sinon, c'est fini. On est dans des rapports de force, de domination. Tout est possible, y compris les fake news, et toutes les théories possibles pour dénigrer l'adversaire. Est-ce que vous seriez dans l'idée qu'il faut faire aussi confiance aux institutions? Camille Riquet disait l'université. Non, jamais. Il faut toujours faire confiance à des personnes. D'accord. Parce qu'une institution se fige, elle est instituée. Ouais. Et donc, je suis dans une institution instituée. Et là commence le problème. C'est-à-dire, je suis porte-parole d'une institution. Non, je suis le porte-parole de moi-même, dans ma recherche de la vérité. Donc, derrière les institutions, il y a toujours des personnes vivantes. Et l'institution c'est ce que Foucault a très bien vu avec le biopouvoir et toutes ces analyses institutionnelles, a toujours tendance à prendre le pouvoir. Et les querelles scientifiques sont toujours des querelles, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on ne va pas citer de nom, entre des institutions officielles et puis des francs-tireurs, des gens un peu marginaux, un peu originaux. Les grands génies scientifiques ont toujours été un peu des francs-tireurs, des originaux. Vous êtes d'accord, Camille Riquet ? Oui, je serais tout à fait d'accord, même si effectivement tout commence quand même par une confiance, mais les institutions auraient d'abord la charge de garantir cette recherche faite individuellement par les uns et par les autres. Mais le plus souvent, elle peut dévier de sa propre fonction initiale, parce que je pense que les institutions sont nécessaires en tant que garantes de cette recherche, et non pas dépositaires d'une vérité qu'il s'agirait simplement de communiquer. Ouais. Donc là, il y aurait une distinction à faire entre la bonne et la mauvaise institution. Oui, parce qu'évidemment, après, là, je vais vous piéger tous les deux. Et l'Église, est-ce qu'il faut faire confiance à l'institution ecclésiale ? Ma réponse présupposait cette institution aussi, d'une certaine manière. Elle doit aussi ne pas être dogmatique et permettre aux croyants de continuer sa recherche de la vérité. Parce que la question que vous posiez juste auparavant, c'est peut-être la question dont il faut se défendre. Alors, dites-moi ce qu'est la vérité ou quels sont les critères pour pouvoir la discerner. Oui. C'est peut-être une mauvaise question. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que la vérité ? C'est une question qu'on se pose lorsque, d'une certaine manière, on sait déjà qu'elle devient inatteignable. C'est une question sceptique. Et il faut toujours se poser la question de savoir... Absolument. Je veux dire, qui pose la question ? C'est pas le Christ, c'est Pilate. Oui. Et il l'a dit de façon assez désabusée, puisque au lieu d'entendre la réponse du Christ, il s'en va au même moment. C'est-à-dire qu'il sait très bien que c'est une question rhétorique qui n'attend aucune réponse. Et Kant, bien plus tardivement, nous dira, mais c'est déjà beaucoup de sagesse de savoir poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que la vérité n'en est pas une ? Parce que, d'une certaine manière, même les logiciens finiront par se contredire eux-mêmes pour peu qu'ils donnent une définition. Et c'est là où on peut se mettre un peu en désaccord. Oui, ça fait partie de cette recherche. Oui, absolument. Il prend l'exemple de la définition de saint Thomas, la vérité comme adéquation de l'esprit de la chose, en disant que si on va jusqu'au bout de cette définition, on se contredit soi-même, puisque la seule manière d'atteindre la chose, c'est par l'esprit, c'est par l'intellect. Donc, comment s'en assurer, puisqu'on ne peut pas surplomber l'esprit et la chose pour les voir, pour l'adéquation qui se fait. Et donc, chaque fois qu'on se pose la question, c'est au fond pour décourager l'autre de la vérité, c'est de sa recherche. Or, et ça c'est un projet sceptique, c'est le projet de la tranquillité de l'âme. Ne pas se prendre la tête, surtout pas. Cette vérité est inatteignable. Or, il me semble que nous sommes toujours en rapport à la vérité et que l'essentiel justement c'est ce chemin. Et qu'il y a une manière d'être en vérité par rapport à la vérité. Et que c'est ce chemin qui est l'essentiel, voyez. Même question. Oui, est-ce que les institutions... Je reviens sur ma question sur les institutions. Oui. Mais je ne vois pas encore ça contredit, parce que la vérité comme intention de l'intelligence, c'est vraiment de chercher à ne pas dire autre chose que ce que la chose est. Et dans les relations humaines, les plus concrètes... dans l'amour et l'amitié, on sait bien qu'il faut être en vérité dans la relation d'amour et d'amitié. Donc la vérité a bien un contenu réel, objectif, interpersonnel. Autre exemple, c'est l'exemple que donne Robert Spemann, là, qui est décédé l'année dernière, qui est un philosophe allemand qui a beaucoup travaillé l'éthique. Il prend un exemple assez actuel, en fait, prémonitoire. Quand on va voir un médecin, on va chercher à avoir un bon médecin, pour avoir un bon médicament,
pour être établi dans notre bonne santé, et on cherche la vérité. Alors quelquefois, le médecin peut se tromper. Quelquefois, je peux avoir des médicaments qui sont nocifs, etc. Mais, comment dirais-je, à un moment donné, il faut chercher quand même à rendre compte des choses. Là où Kant a raison, mais il a été très influencé aussi par la métaphysique un peu systématique de Wolff et puis par Newton. Là où Kant a raison, c'est que la vérité n'est pas un donné tout fait. La vérité, elle surgit à l'intérieur de moi-même. Donc elle n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, en fait. Bon. Mais il n'empêche que cette vieille définition me semble assez pertinente et féconde. Et donc quand on travaille avec d'autres disciplines, on s'aperçoit que tous cherchent la vérité, en fait. Alors après, on se met d'accord, il y a un consensus nécessaire. Mais cette intentionnalité profonde de la vérité me semble décisive pour l'être humain, y compris bien sûr dans la recherche spirituelle. Et quand le Christ dit cela, il nous garantit aussi du père du mensonge. Le pape François parle souvent du diable, de Satan. Bon. C'est intéressant. Il y a bien un mensonge inhérent à l'être humain, parce qu'on est fragile. Vous connaissez George Steiner, qui est décédé il y a quelques années, qui est un philosophe du langage juif, et il y a eu un colloque à la Sorbonne en l'an 2000 sur Jésus-Christ. Jésus-Christ après quoi? Il disait, en fait, nous, les modernes, on a perdu de vue que, sur le plan philosophique, il y a quand même un péché originel. Et on a cru que la raison allait tout résoudre. Voilà, la déesse raison, la raison pure, etc. Et on s'aperçoit que l'être humain est fragile. L'être humain, effectivement, ça au Moyen-Âge ou à l'Antiquité aujourd'hui, il a tendance à accuser les autres de complot, à créer des boucs émissaires. Il y a bien une permanence de l'être humain, qui est une sorte de vérité de l'être humain, en fait. Et que les outils actuels peuvent, comment dirais-je, comme avant, conduire à détruire le lien social. Vous êtes d'accord ? Oui, je serais d'accord, malgré peut-être cette question de définition, mais d'une certaine manière, compris comme M. Bellancé l'entend. Oui, absolument, je m'accorderai. Non, c'est une manière de dire que, justement, nous ne sommes pas d'abord en terrain vierge, comme si la vérité nous était extérieure et que nous rentrerions en contact avec elle. C'est que nous sommes toujours déjà en rapport avec elle. C'est pour ça qu'au fond, il y a toujours la nécessité d'une conversion, parce que nous ne sommes jamais indifférents à la vérité. Et dans là, le christianisme, pour le coup, nous le dit de bien des manières, et Pascal de façon très virulente, mais par quoi nous commençons ? Si nous sommes toujours déjà en rapport, c'est la haine de la vérité. Parce que justement, nous tournons d'abord vers ce qui nous agrée, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous intéresse, ce qui sert nos intérêts. La vérité nous dessert le plus souvent, on ne veut pas la voir parce que d'une certaine manière, elle vient nous accuser, nous mettre en accusation. Et donc le premier réflexe qui est le nôtre, c'est au contraire de la rejeter. Ce serait presque un contre-critère. Le seul contre-critère peut-être le plus sûr, c'est cela. Socrate a été condamné à mort. Parce que d'une certaine manière, tout commence par cette haine. Il y a un très beau texte assez comique de Thomas de Quincey, de l'assassinat élevé au rang d'œuvre d'art. Donc c'est un philosophe du 19e siècle. Philosophe du 19e siècle. Et il faisait cette remarque que tous les philosophes ont été menacés dans leur propre vie. Et que c'était même un très bon critère pour reconnaître un bon philosophe des autres, ce qui est d'ailleurs très mauvais signe pour nous. Et il disait, à propos de Locke, je tiens... pour une certitude que Locke est un très mauvais philosophe, qu'il ait déployé sa gorge pendant 72 ans sans que personne n'ait eu l'idée de la lui trancher. Vous voyez parce que, d'abord, il y a une conversion, probablement, un rapport en vérité. Voilà. Nous sommes d'abord dans un rapport faussé. Le chemin est à faire. Et tout est dans le chemin, de telle sorte que c'est, au fond, quand on a trouvé la vérité, qu'on commence à la chercher. Et c'est la grande idée augustinienne, qui est reprise par Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est comme ça que je la comprends. C'est-à-dire que la recherche s'alimente de ses propres découvertes. Jamais nous ne serons en possession de la vérité, qui est, à mon avis, peut-être la pire chose qui soit, c'est de croire que nous sommes en possession de la vérité. Oui. Et là, je me souviens d'un des cours de Jean-Louis Chrétien qui citait la parabole de Lessing. Il disait, mais si Dieu avait dans la main droite la vérité et dans la main gauche rien, je me mettrai à genoux, je demanderai uniquement la main gauche. La vérité n'est que pour toi seul, parce que justement, je suis en chemin perpétuel et qu'il n'y a pas de possession de cette vérité. Le danger serait de croire que nous la possédons.
Michel Boyancé. Oui, la phrase du Christ, ça peut être aussi de dire, bon, c'est une révélation, je suis la vérité, je vous conduis au Père. Je vous conduis à autre que moi. Donc la vérité vraie, comme je disais, même dans la définition scolastique classique, c'est pas une chose, c'est une relation à. Et donc la relation à la personne de Dieu, c'est la vérité. Parce que Dieu est la vérité, Dieu est amour, etc. Bon. Donc c'est de nous décentrer en disant non, c'est ce que disait Camille, on n'a pas la vérité. La vérité, c'est dans une relation à quelqu'un qui est un chemin et qui nous fait découvrir la réalité. Est-ce que c'est pas justement presque le critère ultime? Parce que je suis là en train de chercher mes critères j'essaie de vous forcer à trouver des critères pour distinguer les fakes des true news, enfin je sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que c'est pas ça la question? Méfiez-vous de ceux qui disent ce que je dis est la vérité. Oui. Non, mais dans le sens où, et d'ailleurs, je sais que Michel Boyancé, vous avez aussi travaillé sur des questions de manipulation, sur des questions de violence institutionnelle. Hein. Est-ce que c'est pas ça aussi le gourou? C'est celui qui dit je suis la vérité. Je suis la vérité. Et c'est pour ça que vous n'avez d'autres pères que le Père qui est aux cieux, vous avez d'autres maîtres. Voilà. Le gourou arrête à lui. Hein, donc c'est clair. Alors les fake news, c'est un peu différent. Disons, la vision que nous avons de la vérité va nous permettre d'agir dans le monde tel qu'il est et de rencontrer les faits. Et donc d'analyser les faits. Le problème des fake news, c'est que on tord les faits pour les interpréter autrement que ce qu'ils sont. Et donc il y a une vérité du fait qu'il faut redécouvrir. Et alors pour lutter contre les fake news, d'ailleurs en observant la presse régulièrement, quotidiennement, je me rends compte que les vraies fake news, une semaine après, on sait que c'est des fake news. Oui. Et puis il y a des fake news qui s'installent, et là il suffit, Internet est extrêmement intéressant, d'aller chercher ailleurs comment on analyse un fait, comment le fait qu'on minimise au contraire est très important, ou le fait qu'on maximalise au contraire n'est pas important. Et à ce moment-là, les choses prennent un relief. Et puis on s'aperçoit que derrière, souvent des intérêts, on a tous un intérêt, voilà, et donc on tire la réalité à soi, ou alors le bouc émissaire, comme René Girard l'a montré, on a une tendance à créer des boucs émissaires, et on voit bien effectivement que les Chinois peuvent être un bouc émissaire, ou que les Américains peuvent être un bouc émissaire. Bon, donc on prend du recul, et on s'aperçoit que les fake news ne sont qu'une déformation des faits, liée aussi à une interprétation que l'on veut avoir des choses. Et je pense qu'un bon travail sérieux, alors il faut suivre de près, c'est sûr, permet quand même de prendre du recul. Oui, ce serait, si nous arrivons dans les moments de conclusion, une bonne manière en tout cas de nous comporter, c'est que celui effectivement qui prétend détenir la vérité, voilà, il faut bien s'en préserver. Et je préférerais à celui qui dit la vérité ou nous dit avoir la vérité, celui qui veut faire la vérité. Oui. Faire la vérité, je trouve que c'est une belle expression, et avant qu'elle soit une expression policière, c'est une expression augustinienne, qui se trouve dans les confessions. C'est un facere veritatem. C'est dans la confession, face à Dieu, en rapport avec Dieu. Donc c'est toujours dans un rapport qu'il est possible de faire la vérité. Et Augustin l'a parfaitement montré. Lorsque je me confesse, je ne dis pas quelque chose qui était à moi et que je délivre aux autres. Dieu sait déjà ce que je vais lui dire, et c'est même dans le fait d'être en rapport avec lui que la vérité va se dévoiler, va se faire également à moi-même. C'est le fait d'être mise à nu devant Dieu que la vérité peut se faire, se révéler ainsi. Et c'est d'une certaine manière, voilà, dans ce rapport qui s'institue, que la vérité peut être faite. Et c'est ainsi que Augustin va même créer cette expression que je trouve magnifique. Il faut être démasqué, il faut être à nu. Voilà. Parfois aussi, nous avons des masques face à la vérité. Eh bien, la confession, c'est une manière de se mettre à nu en rapport à Dieu, où nous avons un rapport en vérité, voilà, où la vérité peut être faite. Merci à tous les deux. Alors, 2 livres qui sont tout à fait en lien avec cette émission. On va commencer par le vôtre, Michel Boyancé. Le bien commun à la croisée des disciplines aux éditions de l'IPC. C'est un collectif. C'est un collectif. Peut-être, on a un peu de temps, hein, donc vous pouvez nous expliquer. C'est quoi ce concept de bien commun et pourquoi c'est si important ?
Alors, le bien commun revient, le common good Revient à la mode. Voilà, elle n'a jamais été abandonnée dans les pays anglo-saxons, mais le bien commun a un peu disparu en France. Il n'y a que l'Église qui s'entêtait à parler du bien commun. Et on lui préférait l'expression intérêt commun, intérêt général. Et puis Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, il y a 3 ans, écrit un ouvrage, Économie du bien commun, parce que il avait l'intuition que l'économie devait se dépasser elle-même ou être dépassée elle-même par ce qu'on appelle le bien commun. On peut discuter ce qu'il dit du bien commun dans son ouvrage, qui est assez insuffisant, si je peux me permettre. Mais en tout cas, l'idée est très importante. Donc, le problème qu'on a abordé aujourd'hui, parce que le vrai et le bien se répondent quand même, oui, tout à fait. c'est que si on cherche notre intérêt tous, même si c'est un intérêt commun dans le gagnant-gagnant, il n'y a plus de bien. Puisque si j'engage une relation avec vous, c'est parce que c'est mon intérêt. Oui, mais où est la gratuité? Où sont les valeurs fondamentales qui échappent à l'économie? Bon. Donc la vieille notion de bien commun, que l'Institut catholique de Paris travaille aussi avec la création de la chaire bien commun, qu'on travaille nous aussi de notre côté, cette vieille notion de bien commun, si elle revient, c'est pas par hasard. Au moment des fake news d'ailleurs. Puisque tout ce qu'on a dit, c'est pas lié au bien commun. Quant à vous, Camille Riquier, nous ne savons plus croire aux éditions des Clés de Brouwer. Oui, qui est sorti alors juste avant la pandémie et le confinement. Alors je dois avouer que quand les librairies se sont fermées, je me suis dit, ça y est, ce livre va appartenir au monde d'avant. Et que maintenant tout va changer dans le monde d'après. Et puis, voilà, non pas pour le vendre à tout prix, mais je me suis rendu compte malgré tout que progressivement, même la pandémie nous a mis dans un état assez proche de ce que j'avais voulu dire. Parce que dire nous ne savons plus croire, c'est aussi dire que du coup, nous croyons n'importe quoi. Nous sommes redevenus crédules en bien des choses. Et moi-même, jamais je l'ai autant été que pendant ces 2 mois où je pouvais changer d'avis dans la même journée. Donc voilà, c'est une manière de suivre les régimes de croyance aussi selon les siècles, pour essayer de mieux comprendre aussi la situation qui est la nôtre dans notre rapport à la foi et au doute. Nous ne savons plus croire aux éditions des Clés de Brouwer. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.